Nous recevons aujourd'hui Laurence Le Gouen. Laurence Le Gouen qui vient de soutenir sa thèse à l'Université de Rennes, comme par hasard, sur la photolittérature, et qui va donc vous expliquer un peu ce que c'est que ce genre à l'intérieur de la littérature de jeunesse. Donc, comme je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, je vais laisser Laurence. Et je vous félicite tout de suite parce que vous avez très bien dit Le Gouen et pas Le Guen. Donc, déjà, vous parlez le breton, donc déjà vous parfait, avez un bon point. C'est parti. Merci. Voilà. Je vais être très brève aussi pour remercier Laurence d'être avec nous ce matin et l'équipe de la bibliothèque pour avoir organisé, préparé l'espace, le café d'accueil et l'exposition. Donc on a sélectionné un certain nombre de livres qui sont représentatifs des albums photographiques que vous pourrez regarder tout à l'heure pendant la pause. Voilà, je vais laisser Laurence vous expliquer tout ça en vous expliquer aussi son parcours, parce que je pense que c'est intéressant pour vous les étudiants de voir comment on peut arriver à ce monde de la recherche et de la littérature pour enfants. Et tardivement, en plus. Plus ou moins. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous rencontrer ce matin. Je vous remercie de m'avoir invitée à vous présenter mon sujet de recherche. Donc effectivement, j'arrive de l'Université de Rennes, je suis docteur en littérature française, jeune docteur, j'aime beaucoup dire ça. J'ai soutenu ma thèse au mois de mai et auparavant j'ai été professeur des écoles pendant 20 ans. Et puis en 2008 j'ai sorti un premier roman pour enfants, puis un second en 2009, puis un troisième en 2010, etc. Et je me suis dit que je n'étais pas satisfaite de ma façon d'écrire et qu'il me fallait enrichir par d'autres connaissances, par la confrontation avec d'autres textes, ma pratique d'écrivain. Et donc je me suis inscrite en master à l'Université de Rennes 2. J'ai découvert à cette occasion les cours de photolittérature dispensés par le grand spécialiste français, le professeur Jean-Pierre Montier. Et donc j'ai fait un master 1 puis un master 2. Et à l'issue, mon mémoire de master était déjà consacré aux ouvrages illustrés par la photographie. Et à l'issue de ce master, j'ai obtenu une bourse de recherche pour faire une thèse. Thèse que j'ai réalisée en 4 ans. Donc je viens de la soutenir. Et j'ai continué parallèlement à publier des livres pour enfants et je sors enfin mon premier livre pour enfants illustré par la photographie. Donc je suis très fière de pouvoir réinvestir tout mon domaine de recherche dans mes romans. Voilà, alors mon sujet, je vous le donne, c'était très long. Littérature pour la jeunesse et photographie, mise à jour et étude analytique d'un corpus éditorial européen et américain de 1860 à aujourd'hui. Ce titre pouvait laisser entendre que la littérature pour la jeunesse et la photographie évoluaient, enfin deux genres considérés souvent comme mineurs, évoluaient sur deux lignes parallèles et non destinées à se rencontrer un jour. Mais 4 années de recherche et la thèse qui en a résulté montrent qu'au contraire, la rencontre entre littérature pour la jeunesse et photographie a donné naissance à des œuvres hybrides qui ont bousculé le couple traditionnel, dessin et texte pour enfants, et des œuvres qui ont conduit à repenser la réception du livre pour enfants. Alors le projet de cette thèse était ambitieux parce qu'il s'agissait de considérer la production photolittéraire pour la jeunesse comme un genre éditorial et d'en analyser les dispositifs au sein d'une étude globale. Ambitieux aussi parce qu'il s'agissait de découvrir des œuvres inconnues, ou de redécouvrir des artistes et des œuvres qui étaient tombées dans l'oubli. Et puis ambition enfin parce qu'il s'agissait de m'intéresser aux productions américaines et françaises de 1860 jusqu'à aujourd'hui, puisque comme l'écrit Paul Edwards dans un ouvrage pour adultes consacré à la photolittérature, il est toujours plus instructif pour l'enquête et pour l'esprit de fréquenter 2 domaines plutôt qu'un seul. Mais avant toute chose, il est peut-être nécessaire que je revienne sur un mot qui figure sur l'image derrière moi et que j'ai prononcé plusieurs fois, celui de photolittérature. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le terme de photolittérature a été utilisé pour la première fois en 1988 dans la Revue des sciences humaines. Il
souligne ce que Jean-Pierre Montier, donc mon directeur de thèse et spécialiste de la chose, appelle un territoire, un lieu où se rencontrent ces deux arts, la littérature et la photographie. Et donc la photolittérature accueille tous les ouvrages qui sont nés de la collaboration entre un écrivain et photographe. Des écrivains qui se veulent photographes ou des photographes qui veulent prendre la plume. Elle comprend aussi des œuvres de photographes qui soumettent leurs images à des écrivains pour les faire entrer dans l'objet livre en les accompagnant d'une légende, d'une postface, d'une préface, d'un texte. Elle intègre aussi le travail des photographes qui s'emparent de textes dans lesquels ils puisent matière à création, des textes d'écrivains sans photographie ou bien des photographies sans texte, mais au sein desquelles on sent quand même le texte sous-jacent. Et donc cette photolittérature s'intéresse à toutes ces œuvres hybrides, ces audaces créatives qui existent depuis que la photographie est née et a été en mesure d'être intégrée dans l'objet livre. Et cette photolittérature accueille donc tout ce que photographes et écrivains ont pu réaliser en commun, avec l'ambition parfois de fabriquer le livre moderne. Mais remontons le temps. Les premiers ouvrages illustrés de photos apparaissent dans les années 1860. On considère que cet ouvrage de 6 pages, publié en 1866, est un des premiers ouvrages photolittéraires pour enfants. Il s'agit d'un ouvrage composé des versets de Andersen et accompagné de photographies d'Harald Petz, qui était photographe de la cour du Danemark. Et donc, on a sur ces pages des petits versets d'Andersen qui sont accompagnés de mises en scène d'enfants qui prennent la pose et donc des petites scénettes qui sont placées au-dessus des versets d'Andersen. Autre ouvrage important, mais dans la même veine, en 1892 puis 1893, on a des premiers recueils de Mother Goose, enfin de premiers rimes, comptines américaines, qui sont illustrés également par des petits tableaux, des petites mises en scène d'enfants qui interprètent les comptines. Bonjour. Donc la photographe se représente elle-même sur la photographie, là, que vous pouvez voir à droite. Et chose très importante, on est en 1893 et aux États-Unis, et le nom de la photographe ou du photographe figure sur la couverture de l'ouvrage, ce qui ne se fera pas en France avant les années 30. Les photographies, comme les textes, sont imprimées de façon très délicate sur des feuilles de tissu. Dans cette période de réalisation des photographies, le temps de pose est extrêmement long, et pour les sujets qui posent, le développement extrêmement compliqué, l'impression sur papier et l'insertion des images dans le livre extrêmement complexe. Alors il va y avoir, donc on a aux États-Unis un certain nombre d'ouvrages pour enfants illustrés de photographie dans cette période et pas en France. L'invention en 1890 par la firme Kodak d'un nouvel appareil beaucoup plus léger, beaucoup plus petit, qui réduit le temps de pose et qui supprime l'usage d'une chambre noire, facilite donc la prise de photographie. Et par conséquent, de nombreux amateurs vont s'emparer de cet outil pour réaliser eux-mêmes leurs photographies. De nombreux voyageurs vont s'emparer du petit Kodak. Et la production d'ouvrages pour enfants va donc se démocratiser. De nombreux amateurs vont réaliser, amatrices vont réaliser eux-mêmes leurs propres ouvrages. On a par exemple à droite Caro Senour, j'ai pas mis son nom d'ailleurs, qui réalise ses propres photographies, écrit ses propres textes autour de la vie de ses chiens. Elle réalise plusieurs ouvrages de ce type. En France, on voit apparaître à cette période aussi quelques ouvrages illustrés de photographie. Et en 1903, dans la même veine que celui de Caro Senour, la journaliste et féministe très célèbre à l'époque, Séverine, réalise un ouvrage que je vous ai apporté là, qui s'appelle Sac à tout, Mémoire d'un petit chien,
Elle invente les mémoires de son petit chien, son parcours pour arriver chez elle. Et ce livre est illustré de nombreuses photographies. Si vous avez la curiosité, j'ai reproduit une page ici. Si vous avez la curiosité de regarder dedans, vous verrez que les photographies, l'insertion de photographies est entourée de 1000 précautions, c'est-à-dire que on a à chaque fois des chaînettes comme ça qui entourent les photographies ou des rubans également. Donc on a un souci, enfin moi j'appelle ça de la frilosité des éditeurs français, de publier des photographies dans les ouvrages pour enfants, et donc l'insertion de photographie est entourée de 1000 précautions. On veut rester dans les canons de ce qu'on désigne le beau et le bon livre pour enfants, au tout début du siècle. Les noms que je viens d'évoquer me permettent de faire une transition vers qui sont les auteurs de ces ouvrages. Il faut savoir que de nombreux photographes extrêmement célèbres et de nombreux écrivains extrêmement célèbres ont publié au cours de leur parcours des ouvrages pour enfants. Alors j'en cite quelques-uns, mais la liste est longue. En France, on a Laure Albin-Guillot, Claude Cahun, Dominique Darbois, Robert Doisneau, André Kertész, François Collard, Hergé Landau, près de nous, Annette Messager. Aux États-Unis, on a Ansel Adams, Edward Curtis, Cindy Sherman, Edward Steichen et franco-américaine Hilla. Des écrivains de renom ont également publié des livres pour enfants. Jacques Prévert, Marcel Aimé, Maurice Genevoix, Karel Capek. Des auteurs estampillés, auteurs pour la jeunesse, ont publié aussi des livres illustrés de photographie. Margaret Wise Brown aux États-Unis, Suzy Morgenstern en France, et tout prochainement Timothée de Fontbelle, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sort un livre illustré de photographie pour la première fois au mois de janvier chez Gallimard. De nombreux auteurs décédés ont fait l'objet aussi de rééditions avec des photographies, Lewis Carroll, Charles Dickens et Charles Perrault. Il y a Le Petit Chaperon Rouge avec la version de Perrault illustrée par Sarah Moon sur la table là-bas. Là, le succès d'un livre photolittéraire ne tient pas pour autant à la réputation d'un photographe, et de nombreux photographes amateurs ont apporté également une importante pierre à l'histoire de ces publications. Il faut noter aussi, et je vous le disais tout à l'heure, la reconnaissance du photographe comme artiste a été bien plus tardive aux États-Unis qu'en France. Dès la fin des années, enfin à la fin du 19e siècle, les photographes américaines, par exemple, s'emparent de la photographie pour en faire leur métier, exposent, s'intéressent à de multiples sujets, pas seulement des sujets autour de l'enfance, alors qu'en France, on cantonne encore les photographes françaises. Déjà, elles n'exposent pas, ce sont les hommes qui exposent, et leurs sujets, quand il y a des concours ouverts aux photographes femmes, tournent autour de la photographie de plantes ou la photographie de bébés. Les Américaines ont largement, à la fin du 19e siècle, dépassé ces sujets. Et donc, le nom d'un photographe figure très tôt sur la couverture d'un livre pour enfants aux États-Unis. En France, il faut attendre les années 1930 pour que l'on voit le nom d'un photographe figurer sur la couverture. Il s'agira des 2 albums d'Emmanuel Sougès, photographe très célèbre dans les années 30 pour ses photographies publicitaires, photographies de mode, sur 2 albums destinés aux apprentissages, Regarde et Alphabet. Je vous les montrerai tout à l'heure. Inversement, dans les années 1950, période d'engouement pour ces livres illustrés de photos, on a une énorme production de livres de ce type dans les années 50, notamment la Guilde du livre en Suisse. Le nom du photographe est prégnant sur les couvertures, à l'image des 2 petits ours d'Hilla, qui fait l'impasse totale sur le nom de l'écrivain, Paulette Falconet, qui, à la lecture des archives d'ailleurs de l'édition de ce livre, c'est assez marrant parce que Paulette Falconet écrit à l'éditeur « Pourquoi mon nom ne figure-t-il pas sur la couverture ?» Le texte a une importance dans l'ouvrage pour enfants. L'éditeur mise tout sur la photographe qui est connue à cette époque-là des 2 côtés de l'Atlantique, et il acceptera pour un autre livre de mettre enfin son nom, mais en tout petit. Il n'y a que sur Bim le petit âne que je ne vous ai pas apporté
Bim le Petit âne est un livre réalisé avec Prévert et Albert Lamoris. Là, par contre, l'éditeur veut mettre en avant Prévert, l'auteur du texte, et son nom étant plus gros sur la couverture que celui du photographe. Voilà. Comment expliquer l'intérêt de ces photographes pour ces ouvrages? Alors, l'exploration d'archives, je ne vous ai pas montré, j'arrive à celui-ci. L'exploration, au cours de ma thèse, j'ai exploré de façon très profonde les archives de 3 photographes. Hergé Landau, photographe célèbre dans les années 30, Hilla, grande productrice de livres pour enfants, illustrés de photographie, et Robert Doisneau. Et l'exploration des archives de ces photographes m'a permis de cerner les motivations de ces photographes. Donc ils ont parfois trouvé dans la réalisation de ces ouvrages une façon de trouver de nouveaux débouchés à leur photographie à côté de leur production publicitaire. Toutefois, ce constat ne saurait amoindrir la qualité des ouvrages qui ont été publiés. Et la publication d'ouvrages pour enfants a souvent été un moyen de repenser leur propre acte créatif. On a en 1955 Robert Doisneau qui réalise 2 ouvrages qui n'ont jamais été publiés. Il les réalise lui-même. Alors là, je vous ai apporté Calou. Enfin, je vous ai apporté, non, je ne l'ai pas apporté, ce serait magnifique si je l'avais avec moi, mais je vous ai proposé 2 photographies, la couverture et une double page intérieure de Calou. Robert Doisneau accompagne la transhumance dans le sud de la France. Il possède une maison dans cette région. Et il réalise de nombreuses photographies, il passe plusieurs jours avec les bergers, et quand il revient, ces photographies seront publiées dans un ouvrage pour adultes, mais il en extrait quand même toutes les photographies qui concernent, sur lesquelles il y a un petit agneau et sur lesquelles il y a un enfant. Et il bâtit lui-même son histoire. Et donc il construit toute la maquette lui-même, il assemble les photos, il dispose. Donc il a déjà le schéma narratif de son histoire en tête. Et il propose ce texte à quelqu'un de sa connaissance. Le texte ne lui plaît pas et finalement il ne publie jamais le livre. Voilà. Et dans les archives, on a un autre ouvrage de ce type. Les ouvrages, on a dans les archives d'Hilla également de nombreux ouvrages non publiés. Il faut savoir que les ouvrages d'Hilla lui ont apporté, les ouvrages pour enfants d'Hilla lui ont apporté la notoriété des 2 côtés de l'Atlantique dans les années 50. Elle est extrêmement connue pour ses reportages, pour ses photographies animalières. Elle publie dans de nombreux magazines, mais ce sont ses ouvrages pour enfants qui se vendent à un certain nombre d'exemplaires, plus d'1 million d'exemplaires au total, avec notamment Les 2 petits ours que vient de rééditer Mémo et Le petit lion qui figure également sur la table, je crois bien, avec un texte de Prévert. Non, c'est les chats, 85 chats, je crois. Donc voilà. Donc ces livres ont une importance aussi pour leurs auteurs, ils peuvent leur apporter de la notoriété. Alors, tous les artistes, y compris les photographes des livres pour enfants, sont de leur temps. Et les avant-gardes ont largement influencé la production photolittéraire pour enfants, que ce soit les dadaïstes, les surréalistes, les constructivistes. Grâce à eux, de nouveaux types d'illustrations ont vu le jour et de nouveaux livres pour enfants ont vu le jour. Alors, je vous en présente quelques-uns, je ne les ai pas apportés parce que ça pèse lourd. En 1948, on a par exemple Le Bildebourg d'Anna Höch. Il est publié en 1948, mais il est réalisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est caché, elle ne le publiera qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un livre fait de photomontage, de collage, d'assemblage, de découpage de photographies et d'illustrations. On a aussi ce livre assez connu de Piet Zwart, je ne parle pas bien le hollandais, mais Het Boek van PTT. C'est censé apprendre aux jeunes Hollandais le fonctionnement des postes et télécommunications. Et ce qu'il a de très original, c'est qu'il mélange photographie, découpage, illustration graphique et aussi photographie de petits personnages réalisés en papier et mis en scène. On a le Cœur de pique de Claude Cahun, réédité par Mémo qui figure sur la table là-bas. Ouvrage largement influencé par les théories des surréalistes et par les textes qu'elle écrit elle-même et qui s'inscrit dans la ligne droite de ce qu'elle a pu faire dans ses ouvrages pour adultes.
Dedans, elle met en scène des objets détournés de leur usage habituel. Elle les met en scène, elle réalise des petits tableaux photographiques qui viennent accompagner des poèmes écrits par Lise de Harme, autre figure du surréalisme. Et les photographies ne viennent pas du tout illustrer, mais proposer un autre langage à côté des poèmes de Lise de Harme. Les constructivistes, voilà un bel exemple de photographe constructiviste, Alexander Rodchenko, qui réalise dans les années 20 ces petits personnages de papier avec sa compagne Varvara Stepanova. Il les met en scène sur le thème du cirque et il les photographie. Donc ça forme plein de petits tableaux photographiques qui sont destinés à accompagner des poèmes de Serge Tretiakov. Donc le livre ne va jamais être publié sur cette période. Il sera publié pour la première fois en Allemagne dans les années 80, mais c'est vraiment, à mon sens, les éditions Mémo, et c'est pas parce que je travaille avec eux que je dis ça, mais qui réalisent le livre le plus fidèle à la conception qu'en avaient Rodchenko et Tretiakov, avec les animaux animés qui est sur la table. Donc, oui, voilà. La photographie et donc toutes les techniques qui se développent permettent, à mon sens, de rivaliser avec l'illustration graphique. Si je vous montre les photomontages de ces deux ouvrages publiés dans les années 50 et 60, on voit que les photomontages permettent à Martin, le héros du Secret des deux plumes, de rétrécir et d'être plus petit qu'un homme, ou sur une autre photographie que je n'ai pas mise, d'être plus grand qu'un building, de figurer à l'intérieur d'un pot de confiture, et dans un autre ouvrage, donc dans La forêt enchantée, le photomontage, ou le jeu avec la photographie permet de faire discuter des enfants avec des oiseaux. Voilà. La photographie que l'on appelle du réalisme, de la photographie documentaire ou du réalisme social aussi, a largement influencé la production de livres pour enfants. Au cours de ma thèse, je me suis attardée longuement sur cet ouvrage, publié en 1939, qui s'appelle To Be, et qui met en scène un jeune garçon noir. L'auteur de cet ouvrage est Stella Gentry Sharp, c'est une enseignante, et un jour elle a un de ses élèves noirs qui vient la voir et qui lui demande pourquoi il n'y a pas d'enfants noirs dans les livres pour enfants. Et son enseignante se met en devoir de réparer ce manque en écrivant l'histoire de To Be, qui prend donc les traits de cet enfant, photographié par un photographe qui s'appelle Charles Farrell, à distance de l'endroit où vit To Be. C'est un enfant qui habite dans un township de la région de Greensboro et qui donne à To Be, vrai enfant, voilà cette image. Donc cet ouvrage comporte 60 photographies. Il présente To Be dans ses activités du quotidien, avec ses frères, avec ses animaux. Ce ne sont pas du tout des mises en scène, mais To Be est photographié au naturel dans ses activités de tous les jours. Donc dans cette période, on a d'autres ouvrages qui veulent mettre la lumière sur les minorités non visibles, comme on pourrait dire. Deux ouvrages qui ont été étudiés par Catherine Capchot dans un article consacré ces ouvrages sur les minorités noires américaines. My Dog Green Tea et My Happy Days, donc publiés dans les années 40. Il y a aussi dans ce courant du réalisme des ouvrages de Sandra Weiner qui publie dans les années 60 de nombreux ouvrages pour enfants destinés à présenter les minorités noires, mais aussi les minorités de Chicanos et qui s'intéressent au travail et aux conditions de vie de ces enfants. Ce sont des ouvrages pour enfants avec un texte pour enfants, mais ils montrent les réalités. Ça n'enjolive pas la vie de ces enfants, mais ça montre la réalité de leurs conditions de vie. Voilà. Enfin, les techniques d'impression des photographies sont de leur temps. Le meilleur exemple, c'est ce livre de 1954, réédité en 2018. Plongez à l'intérieur de ce livre et vous verrez que l'épaisseur de la fourrure des ours n'est pas du tout la même que dans l'édition de 1954. Là, vous avez vraiment l'impression de pouvoir
enfoncez vos doigts dans la fourrure des ours, vous avez l'impression vraiment de voir l'eau scintiller et couler, alors que la photographie des années 50 pâtit de mauvaise qualité d'impression et est beaucoup plus sombre et beaucoup moins parlante pour le lecteur-spectateur. Voilà. Face à quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai établi un recensement d'ouvrages. Alors mon directeur de thèse était persuadé que j'allais tomber sur une 50aine d'ouvrages illustrés par la photographie. Et en fait, j'ai travaillé avec des bibliothèques françaises et américaines et je me suis retrouvée avec un corpus de 1500, 2000 ouvrages. Donc là, il a fallu faire quelque chose. Je n'ai pas eu de la panique, on gère. Et figurez-vous que j'en découvre encore. Et donc j'avais vraiment constellation générique. Il fallait bien que j'établisse un classement pour pouvoir tirer des conclusions de tout ce que j'avais sous les yeux et analyser tout ce que j'avais sous les yeux. Donc j'ai décidé de proposer une typologie de tous ces ouvrages. Et donc je me suis appuyée sur des genres déjà élaborés par les chercheurs en littérature jeunesse, mais également je me suis servi d'outils de genre élaborés par les chercheurs en photolittérature. Donc, voici les 5 genres que j'ai dégagés. Donc, le premier genre est celui des ouvrages photolittéraires destinés à l'enseignement. Sous cette appellation, j'ai regroupé les abécédaires, les imagiers, les livres à compter, les ouvrages pédagogiques et documentaires. La photographie, dans ces ouvrages, y est vue assigner une mission d'auxiliaire des apprentissages. C'est encore plus vrai dans les ouvrages pour petits, au sein desquels la photographie doit engager des mécanismes de reconnaissance, d'illusion et de mémorisation. Pour illustrer mon propos, je prendrai cet ouvrage. En 1930, Mary Steichen Calderon, qui est engagée dans les mouvements pour une éducation nouvelle aux États-Unis, est la fille du célèbre photographe Edward Steichen, très connu à l'époque pour ses photographies publicitaires et photographies de mode. Elle est maman de 2 enfants également. Et elle dit, alors elle n'a pas envoyé de lettres, mais c'est écrit dans sa postface, qu'elle n'a pas à l'époque trouvé d'ouvrage satisfaisant pour ses enfants. Elle considère que les ouvrages illustrés de dessins falsifient la réalité, présentent des images trompeuses et qu'il n'y a rien de tel que la photographie pour présenter la réalité du monde et permettre de mémoriser ce qu'on a sous les yeux et apprendre le vocabulaire. Donc avec son père, ils se mettent en devoir de réaliser un premier ouvrage, The First Picture Book, qui sera suivi l'année suivante du Second Picture Book, et qui présente des ouvrages du quotidien, qui font partie de l'univers de l'enfant, présentés sur un fond comme ça, en gros plan, sans texte. L'idée pour eux deux, surtout pour Mary Steichen Calderon, c'est de favoriser la reconnaissance et puis la prise de parole de l'enfant. Elle écrit dans sa postface, laissez les enfants se saisir de ces images et laissez-les se mettre à parler. Dans ses mémoires d'ailleurs, Edward Steichen raconte que ces photographies sont tellement réalistes pour l'enfant qu'un jour, un petit garçon, en voyant cette photographie, alla chercher sa brosse à dents et cracha directement dans le lavabo. Enfin, se brossa les dents et cracha dans le lavabo. Alors, je ne sais pas si Edward Steichen nous raconte une histoire, mais toujours est-il que voilà, c'est ce que doit faire la photographie, être tellement réaliste que l'enfant s'en empare. Ces ouvrages ont donné naissance à toute une filiation d'ouvrages destinés aux apprentissages, avec souvent des imagiers, des abécédaires tournés autour de thématiques. Les imagiers autour des vêtements, les imagiers autour des véhicules, autour de la nourriture. Donc après ces 2 ouvrages, il y a eu toute une filiation. En France, les 2 premiers ouvrages, je vous en parlais tout à l'heure, sont les ouvrages d'Emmanuel Sougèze, Regarde et Alphabet. Et Alphabet est un peu coupé, je vois. Donc, je vous disais tout à l'heure, un premier ouvrage français avec photographie, avec le nom de l'éditeur, le nom du photographe en couverture. C'était la première fois en France. Voilà. Ces ouvrages doivent amener l'enfant à réfléchir et à agir.
Et je vous disais, les pédagogies nouvelles qui existent dans les années 30, elles commencent déjà à la fin du 19e siècle et elles traversent de l'Europe vers les États-Unis. Et l'Europe, dedans, j'inclus la Russie. J'ai dans ma thèse plusieurs ouvrages russes pour enfants. Et on a en 1932 cet ouvrage assez fascinant qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est ?» Je ne vais pas vous le faire en russe. Donc, il est de mauvaise qualité, hein, cet ouvrage, quand on le tient entre les mains. Les reproductions, la qualité du papier n'est pas bonne. Mais je vous explique le principe. On propose à l'enfant, sur une page, de découvrir cet extrait de photographie, donc une photographie en gros plan. Il n'identifie pas immédiatement ce que c'est, associé à une opération. Donc l'enfant émet des hypothèses sur le résultat de l'opération, sur ce qu'il y a sur la photographie, et va valider ces hypothèses à la toute fin du livre, avec la photographie en gros plan associée au résultat de l'opération. Donc ce type d'ouvrage est censé amener l'enfant à réfléchir, à participer, à prendre en main à s'investir vraiment en tant que lecteur. Voilà. Et dans la continuité de ces ouvrages participatifs, il y a évidemment tous ceux de Tannenbaum, publiés dans les années 70, que vous pourrez consulter sur la table, là-bas. Voilà. J'ai dégagé également une importante production d'ouvrages chargés de transmettre le patrimoine oral, sous lequel j'ai regroupé les contes et les comptines. Ces ouvrages reposent sur une supposée connivence culturelle du lecteur avec les textes du patrimoine pour proposer de nouvelles illustrations et moderniser le genre. Alors, je vous ai montré tout à l'heure les Mother Goose de Ingray Bartlett, réalisé en 1893. En 1892, elle avait déjà réalisé un ouvrage qui s'appelait Old Friends with New Faces, c'est-à-dire qu'elle proposait des petites comptines que tout le monde connaît, illustrées avec la photographie pour leur donner un nouveau visage. Old Friends with New Faces. Donc modernisation par la photographie. Donc moi j'ai travaillé sur deux ouvrages essentiellement. Ce livre de Walter de la Mare, illustré par la photographie et par le dessin. Et j'ai travaillé également sur le Alice in Wonderland, qui propose la réécriture du texte de Lewis Carroll par la photographie et par le dessin. Donc ces deux ouvrages pour moi illustrent le refaçonnage d'œuvres du patrimoine par la photographie, l'un publié au début du XXe siècle et l'autre contemporain. Et donc ces nouvelles illustrations pour moi s'inscrivent dans un réseau autour d'une œuvre, prouvent que des figurations d'un personnage ne sont pas figées. Et donc je vais revenir un tout petit peu sur l'ouvrage de Walter de la Mare. Voilà. Donc dans le livre publié à Londres, on a donc les illustrations de Karine et Will Cadby qui focalisent uniquement sur les moments d'action de la petite fille. Donc quand elle est en train de s'habiller, quand elle joue, quand elle mange, quand elle découpe. Et ce refaçonnage de ce texte gomme tout le fantastique du texte que l'on peut trouver dans l'autre illustration, dans les illustrations de Winifred Bromhall, qui, elle, fait figurer tous les personnages de contes que rencontre la petite fille. Là, vous voyez le petit chaperon rouge, mais elle rencontre énormément de personnages. Donc l'illustration photographique fait l'impasse sur tout ce qui est du domaine du conte, tout ce qui est fantastique. Alors vous me direz, évidemment, la photographie, ça empêche l'imaginaire d'exister. Moi, je vous dis plutôt le contraire. La photographie montre à l'enfant ce qui est réel et laisse son imaginaire s'exprimer tout seul, ne lui impose pas une vision du petit chaperon rouge ou des personnages des autres contes. Un autre conte photo illustré extrêmement célèbre, c'est Le Petit Chaperon Rouge de Sarah Moon, qui a fait couler beaucoup d'encre, on reviendra dessus. Il est présenté tout à l'heure. Et autre proposition d'illustration assez célèbre sont les illustrations des contes par la photographie de William Wegman, ce photographe américain qui travaille uniquement avec les photographies de ses chiens. Donc il a proposé une édition du Petit Chaperon Rouge avec ses chiens. Voilà. Sous une troisième catégorie,
j'ai désigné ce qu'on appelle l'autre merveilleux. C'est une formule que j'emprunte à Alexis Perry, l'auteur des histoires de la collection Amadou. La vedette de cette collection est une poupée de chiffon Amadou. Et donc j'ai regroupé sous cette appellation ces ouvrages dont les personnages sont des êtres inanimés, des poupées, des peluches, ou bien sont des animaux. Et tous ces petits personnages se présentent souvent comme des substituts de l'enfant, et ils offrent un panel des émotions et des expériences enfantines. Donc là, je vous ai mis les photographies d'une collection assez célèbre aux États-Unis, The Lonely Doll, vous voyez, couverture Vichy. Il y a en Suède, donc on en trouve partout, hein, aux États-Unis, donc The Lonely Doll. En Suède, toute une collection autour de ces petits personnages, ces petits lutins, Sotlug et Lillou. On a ces petits animaux qui sont habillés comme des enfants et mis en scène dès les années 1915 par un photographe dont c'est la spécialité, Harry Whittier Freeze, qui commence par habiller toujours des petits animaux. C'est soit des petits chats, des petits lapins ou des petits chiens. Il les met en scène dans des décors à leur taille, il les fait exister comme s'il s'agissait d'enfants, reproduire exactement les mêmes activités qu'un enfant. Aujourd'hui, c'est assez... Enfin, je trouve ça assez choquant, mais temps de pause assez long, il explique ça dans ses mémoires, assez compliqué de faire poser les animaux. Les lapins sont plus difficiles d'ailleurs à faire prendre la pause que les petits chats, c'est lui qui l'explique. Et au départ, il publie des cartes postales qui connaissent un vrai succès auprès du public américain, et il en fait toute une série de livres jusque dans les années 30. Donc ces personnages fictifs sont des personnages qui agissent, pensent comme des personnes, imitent l'être humain. Et donc la photographie permet à ces êtres inanimés ou non humains de s'incarner réellement. Il réalise énormément d'ouvrages avec ces animaux. Elle n'est pas du tout dans la ligne de Harry Whittier Freeze, elle n'habille aucun de ces personnages. S'ils sont anthropomorphisés, c'est uniquement par la parole et également par une sélection de photographies qui peuvent faire penser à des postures enfantines. Je vous le dis là tout de suite. Sur cette double page où on voit deux petits oursons jouer ensemble, donc le texte dit qu'ils agissent comme des enfants, ils se chamaillent, ils se courent après, ils jouent à cache-cache. Et la ressemblance avec le petit humain se trouve dans la posture de l'ourson qui est davantage photographiée lorsqu'il est debout, pour ressembler davantage à un petit enfant. C'est à ce moment-là qu'on trouve le lien avec l'enfant. Voilà. Quatrième catégorie, le genre phototextuel du portrait de pays. Il a une réalité effective de deux côtés de l'Atlantique avec une grande variété d'ouvrages. Et ces ouvrages existent, enfin, les premiers ouvrages coïncident avec les voyages, avec les clichés pris par des voyageurs dès la fin du 19e siècle. Ces photographes reviennent et vendent leurs photographies à des journaux ou à des maisons d'édition. Ces ouvrages prennent alors la forme de récits de voyage, comme ceux du commandant Robert Peary, au centre, donc, ouvrage tiré de ses explorations en Arctique, ou bien de journal de bord, comme celui de Cardenio Flournoy-King qui pose là-bas en frontispice du livre, qui fait un tour en Europe, comme il est de coutume pour les jeunes Américains, et donc qui ramène énormément de photographies qui vont illustrer son journal de bord, ou bien de romans d'aventures fictives, comme ceux de Jules Verne. Là, je vais m'arrêter un instant sur Jules Verne, parce que ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait rarement, c'est que le premier ouvrage français peut-être, mais il n'est pas forcément destiné qu'à des enfants, illustré par la photographie, est celui de Jules Verne, publié en 1895. Ça s'appelle Le Testament d'un excentrique. Donc il y a à la fois des photographies pour des paysages des États-Unis et des dessins pour toutes les scènes de fiction. Mais il faut savoir que avant Le Testament d'un excentrique, en 1890, ouvrage que je présente dans ma thèse, Jules Verne a écrit et publié un roman qui s'appelle Claudius Bombarnac, illustré
uniquement de gravures. Or, ces gravures, réalisées par Léon Bennett, sont complètement inspirées et calquées sur les photographies d'un voyageur qui s'appelle Paul Nadar, qui s'en va, qui fait une expédition, qui ne va pas jusqu'en Chine, mais qui part vers l'est en direction de la Chine, avec un gros appareil photo, mais aussi un petit Kodak, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui ramène énormément de photographies. Il se trouve que la famille Nadar et Jules Verne se fréquentent, et que donc Jules Verne va trouver ces photographies absolument fantastiques, va les confier à Léon Bennett, son illustrateur du moment, qui va en faire des gravures pour illustrer Claudius Bombardac. Mais derrière, la photographie a laissé des traces. Donc c'est ce que je vous disais, on a parfois des romans dans lesquels elle n'est pas apparente, la photographie, mais elle est quand même présente. Elle laisse une trace à travers ces gravures. Ces productions pour la jeunesse obéissent à une perspective multiculturelle fondée sur le souci de sensibiliser les jeunes lecteurs aux autres cultures, aux autres langues, et de favoriser la reconnaissance de la photographie, de la diversité. Je reste sur ma photographie. Donc ces collections apparaissent aux États-Unis dans les années 20 et 30, où elles ont beaucoup de succès. Et c'est plutôt après la Seconde Guerre mondiale qu'elles se développent en France, notamment. Alors, j'ai travaillé beaucoup sur la Children of Land Stories, une collection publiée dans les années 20-30, conçue et développée par la réalisatrice de films Madeleine Brandéis, et également sur la collection Enfants du Monde, publiée dans les années 50 chez Nathan, avec des photographies de Dominique Darbois. Alors au début, la collection est lancée par Francis Mazière et Dominique Darbois, qui sont tous les deux explorateurs, ethnologues, qui font un premier voyage en Amazonie, qui ramènent énormément de clichés qui servent de journal de terrain visuel. Et ils vont en tirer des ouvrages pour adultes et un premier ouvrage pour enfants qui va lancer la collection des Enfants du Monde chez Nathan, collection qui est fondée donc en 1952 et qui va perdurer jusque dans les années 75. Donc ces ouvrages, dans les années 20-30 aux États-Unis, ils prennent surtout la forme de romans, illustrés de photographies insérées à intervalles réguliers, soit des photographies de paysages, de monuments, soit des photographies d'enfants mis en scène, parce que l'auteure Madeleine Brandéis est réalisatrice de films, elle travaille beaucoup avec des enfants acteurs, donc elle fait prendre la pose à ces enfants acteurs et elle illustre ainsi ses romans. Donc on trouve de nombreuses photographies et de nombreux renseignements sur la géographie, l'histoire, les coutumes des pays. On trouve aussi une page de vocabulaire et une page de prononciation et régulièrement une carte des pays qui sont présentés. Dans les ouvrages des années 50, ceci disparaît. Alors on met l'accent beaucoup plus sur l'image qui envahit tout le livre, hein, la page, la double page. C'est la photographie qui occupe tout l'espace, le texte est réduit à sa portion congrue. Dans les années 20-30, il n'y a pas de photographie en couverture. Il y en a une première en frontispice avec le personnage qui est représenté. Et après les années 50, la photographie de frontispice va passer en couverture de livre. Mais il y a quand même des points communs entre ces ouvrages des années 20, 30 et 50, à savoir que sur la couverture, on a toujours le nom d'un enfant, régulièrement le nom du pays qui est présenté. On a régulièrement le personnage et un objet typique du pays qui sont présentés. Et donc, dans les années 50, c'est une photo détourée d'un enfant, régulièrement avec un objet du pays. Aussi, on peut trouver aussi une typo qui rappelle le pays. Je pense à Kai Ming, le petit pêcheur chinois. On essaye de se rapprocher d'une écriture asiatique. Voilà. Enfin, dernière catégorie de ma typologie, avec le développement du cinéma, les éditeurs pour enfants ont souhaité, souvent dans un but commercial, prolonger le succès d'un film avec la publication d'ouvrages représentant les images filmiques, avec les personnages. Les photographies sont souvent des photogrammes ou des photographies de plateau. Alors ça aussi a donné naissance à toute une production d'ouvrages qualifiés de novélisation.
À partir des années 30, les novélisations de ces films en livres pour enfants illustrés du médium photographique sont peu fréquentes. On a un premier ouvrage publié en 1932, c'est Émile et les détectives, tu as travaillé dessus Mathilde, je crois bien, avec les photographies du film de Gérard Lamprecht. Et ensuite, on a la Maison de la Grave qui novélise les films de la Metro-Goldwyn-Mayer en 1937 et en 1939, donc David Copperfield et Robin des Bois. Et donc, ces novélisations permettent en général de ressortir le roman d'origine, celui qui était avant le film, avec des habits neufs. Donc, les photographies qui sont dedans mettent l'accent sur les personnages ou sur les vedettes de cinéma. Et donc, on a des photographies souvent avec une légende, on a un lien léger avec le film. Dans la période des années 50, au contraire, période phare pour l'album illustré de photographie et pour les novélisations, ce sont surtout les livres tirés des films d'Albert Lamoris qui ont la vedette. Il va signer avec Gallimard et Hachette ensuite. À chaque fois qu'il sort un film, il signe automatiquement pour la publication d'un livre qui va suivre. Et donc là, on a une abondance de photographies, de nombreuses images séquentielles. L'accent est mis sur le personnage du film que l'on va retrouver systématiquement en couverture. Et on met l'accent aussi sur des moments phares du récit. Voilà. La dernière partie de mon étude était consacrée à la réception du genre et je vais finir par ça. Ça va, vous voulez... Je continue, vous voulez faire une pause et je reprends après ou on continue? Je continue. Très bien. Et donc, pour envisager cette réception, j'ai distingué la réception critique de la réception du lecteur. Comme pour tout ouvrage destiné aux jeunes lecteurs, la réception de l'ouvrage photolittéraire est conditionnée par celle de l'adulte. Et elle s'inscrit dans une chaîne de réception. Et donc, avant que l'auteur, en même temps que la réception de l'enfant, il y a aussi la réception des critiques littéraires, la réception des psychanalystes qui ont joué aussi un rôle fondamental. Et quand j'ai étudié la presse spécialisée, la presse des années 50 et puis la presse des années 70, les critiques littéraires n'ont pas été du tout tendres avec l'ouvrage photolittéraire pour enfants. Il a été fortement décrié, mais dès les années 1920 et 30, on a aussi non, pas dans les années 30 parce que ça se développe notamment en Allemagne, on lit pédagogie et livres pour enfants, enseignement par la photographie, donc les années 30, on a encore un répit. Toujours est-il que les critiques, elles sont toujours les mêmes, mais jusqu'aux années 70, on considère que la photographie dans le livre pour enfants n'a rien à y faire. Elle bride l'imaginaire, elle n'est pas nette, elle est trop réaliste, elle manque de qualité, elle manque de netteté. Aujourd'hui, il semble admis que l'on puisse trouver sur les rayonnages des bibliothèques enfantines des livres pour enfants, mais c'est encore entouré de 1000 précautions d'usage. J'ai discuté avec, je fais une parenthèse dans mon discours, Isabelle Gautret, qui a fondé il y a quelque temps la maison d'édition Passage Piéton, qui publiait des ouvrages entièrement illustrés par la photographie. Et de beaux livres d'ailleurs. Et un jour elle a arrêté, et donc j'ai eu au téléphone et je lui ai demandé pourquoi elle renonçait à publier des ouvrages photographiques. Et elle m'a dit, la photographie fait peur aux bibliothécaires, fait peur aux parents, pas du tout aux enfants. Les enfants aiment la photographie dans le livre, mais les adultes, eux, ne l'aiment pas. Même la photographie, me dit-elle, d'une fourchette plantée dans un poulet fait peur. Et elle m'a dit, je renonce, je préfère élever des chevaux, je ne sais plus où elle partait, dans le Larzac ou ailleurs. Toujours est-il qu'elle a fermé sa maison d'édition. Il y a une autre maison d'édition qui s'appelle Où sont les enfants, qui a également mis la clé sous la porte. Les livres photographiques. Quand est-ce qu'elle a dit ça? Au début de non, c'était au cours de mon master, donc 2014. Et depuis, son fonds n'a pas été repris. Et donc, sachant ça, j'ai voulu analyser le bien fondé de ces critiques et savoir ce que vraiment la photographie faisait à l'enfant. Et donc,
en analysant, enfin en ayant recours à toutes les analyses des psychologues, psychanalystes, historiens de l'art, j'ai constaté que devant l'image photographique contenue dans le livre de non-fiction, c'est-à-dire les imagiers, les ouvrages documentaires, l'enfant met en place des mécanismes de reconnaissance, de remémorisation, qui impliquent tous ses sens, le conduisent à agir, à parler, à investir le livre, et l'image photographique lui donne l'illusion que ce qu'il a sous les yeux est présent et palpable. Certains chercheurs disent même qu'avant 3 ans, la photographie apparaît en 3 dimensions pour l'enfant qui a moins de 3 ans. Placée dans un ouvrage de fiction, elle figure un personnage bien plus nettement que le ferait un dessin. Elle le rend réel, ce personnage, et elle peut même accélérer le processus identificatoire. Elle impose au lecteur une proximité immédiate avec le personnage, lui donne l'illusion de la réalité, ce qui n'est absolument pas pour déplaire aux enfants. Et donc les reproches que tous ces critiques au cours du temps ont pu adresser à l'ouvrage photographique sont fondés lorsque, mais comme tout ouvrage pour enfants, le dispositif texte-image est mal pensé, lorsque l'acte de lire n'est pas pris en compte par les créateurs, lorsque l'enfant ne peut pas partager les émotions d'un personnage. Ces critiques sont valables pour tous les types de livres pour enfants. Faisant le constat qu'aucune étude empirique n'avait été menée, nous avons conçu avec le laboratoire Loustic, le bien nommé de l'Université de Rennes 2, un test pour mesurer la réception des lecteurs réels. Et donc, j'ai écrit un texte que j'ai illustré, d'une part par des photographies et d'autre part par des illustrations dessinées. Ça a donné 2 livres. Et j'ai soumis ce cours-livre à des élèves d'une classe de CM2 de Rennes. Et pour mesurer leur réception. Donc au moment de ma thèse, je n'avais pas les résultats, mais là je peux vous en donner quelques-uns. Donc les réactions des élèves confirment les conclusions que je vous ai données plus haut. La photographie, c'est plus réel, on dit les enfants. On sait vraiment ce qui se passe, on sait vraiment où ça se passe, on voit mieux le décor et qui parle. Sur les photos, on a de vraies personnes, alors c'est mieux parce qu'on voit la réalité. Et ces phrases que je vous donne, là, sont des phrases d'élèves. Et ces phrases confirment que la photographie et réalité sont donc bien associées dans l'esprit du jeune lecteur et que les photographies donnent envie de croire à cette fiction. D'autres phrases illustrent la prépondérance des images dessinées dans le livre et le poids de la tradition. J'ai eu comme phrase « Les dessins, c'est plus beau, et puis moi, je suis habituée aux dessins dans les livres. » Et une dernière réaction a fait écho à cette tendance actuelle des maisons d'édition de faire cohabiter dessin et photographie dans les livres pour enfants. J'ai un enfant qui m'a dit « Mais en fait, c'est bien si tu mets les deux dans un livre, parce que comme ça, il y en a pour tous les goûts. » Voilà, pour terminer, je dirais que la photographie a fait plus que laisser son empreinte sur le livre pour enfants. Elle a construit un nouveau genre d'ouvrage. Il était temps d'en écrire l'histoire, d'en cerner les contours, d'en analyser les dispositifs et la réception. Mon étude est à mon sens une des premières pierres des études consacrées à la photolittérature pour enfants. Mon étude ne prétend pas l'exhaustivité, ouvre la porte à de nouvelles recherches. Mais en tout cas, il ne s'agit plus de penser la littérature pour la jeunesse et la photographie en parallèle, mais de les penser ensemble et de faire exister les ouvrages nés de leur rencontre. Je vous remercie. Alors, je vous mets juste là, autopromotion personnelle, mon blog, enfin mon carnet de recherche que je tiens depuis le début de mes recherches de thèse, que vous pouvez retrouver aussi également sur le site de l'Afrelos des chercheurs en littérature de jeunesse. Ça s'appelle Mini Flit, comme la photolittérature Flit, mais mini pour les enfants. Et je publie une fois par semaine une présentation d'un nouvel ouvrage que je trouve. Également des interviews de photographes, des interviews d'auteurs,
Et d'ailleurs, grande annonce, Timothée de Fombelle m'accorde une interview exclusive pour la publication de son ouvrage illustré de photos chez Gallimard. Je vous disais, je vais publier un ouvrage illustré de photographie consacré à Nelson Mandela, avec des photographies de Nelson Mandela. Et je raconterai sur Minifleet le comment et le pourquoi de ce livre et comment il a été fabriqué et comment j'ai conçu le rapport entre texte et photographie. Voilà. Est-ce que vous pensez que la photographie pour l'album pour enfance aurait un nouvel avenir? Écoutez, je me suis posé la question de remonter moi-même une maison d'édition consacrée aux ouvrages, photos littéraires pour enfants. J'ai discuté avec notamment la directrice des éditions Mémo, qui est mon amie, qui m'a dit « fais pas ça. Les livres photos pour enfants, ça marche pas bien. » Je l'ai fait, elle fait des rééditions comme les deux petits ours, mais elle dit que, quoique celui-ci bat un record de vente visiblement et il va être retiré, elle dit que ça ne marche toujours pas. Alors oui, la photographie dans les imagiers, dans les documentaires, pas de problème, on est encore habitué. Mais s'il s'agit d'un ouvrage de fiction, on a du mal, encore. On verra comment Mandela fonctionne, mais ça a encore beaucoup de mal à passer. Donc pour l'instant, je vais rester enseignante et je ne vais pas me lancer dans l'édition. Est-ce que tu sais si c'est le cas aux États-Unis, par exemple, où visiblement il y a une tradition et l'usage de la photolittérature alors, c'est ce qui manque à mon étude sur la réception, c'est de savoir comment le livre photo a été reçu. Si j'avais eu plus de temps, plus d'argent, j'aurais aimé éplucher les revues américaines pour savoir ce que disait la critique. Après, vu l'abondance de livres publiés depuis la naissance de la photographie aux États-Unis, il me semble que ça pose beaucoup moins de problèmes aux États-Unis qu'en France. Et aujourd'hui encore, on en publie énormément. Mais je n'ai pas de chiffres et pas de critiques.